Imaginez un scénario de guerre totale au Moyen-Orient. Des centaines de chasseurs israéliens et américains survolant l'Iran, bombardant des installations nucléaires souterraines, tandis que des missiles iraniens sont lancés en représailles contre Israël et les bases américaines dans la région. Une guerre qui pourrait déstabiliser tout le Moyen-Orient et affecter le monde entier. Ce scénario, bien qu'improbable, a failli devenir réalité cette année. En avril 2025, des journalistes du New York Times ont révélé un plan secret israélien pour attaquer les installations nucléaires iraniennes. Mais un événement a fini par empêcher ce plan d'aller de l'avant. Et de justesse, une guerre régionale dévastatrice n'a pas commencé. Pour mieux comprendre ce qui s'est vraiment passé, laissez-moi vous montrer ce qu'Israël prévoyait. Pendant des mois, le personnel militaire israélien a méticuleusement élaboré un plan pour attaquer le programme nucléaire de l'Iran. L'objectif était clair et précis. Retarder le programme nucléaire de l'Iran d'au moins 1 an. Et pour y parvenir, les stratèges militaires israéliens ont proposé une massive attaque aérienne qui durerait plus d'1 semaine entière. Au départ, ils avaient prévu une opération encore plus téméraire. Après les bombardements aériens, les commandos israéliens infiltreraient le territoire iranien pour attaquer les installations nucléaires souterraines. Mais ce plan a finalement été abandonné. Même avec l'aide américaine, cela nécessiterait des mois de préparation et créerait de sérieux problèmes logistiques. Et plus le temps passait, plus il serait difficile de garder cette opération secrète. Puis, ils ont élaboré un nouveau plan, qui bien que un peu moins ambitieux, était toujours formidable. D'abord, il neutraliserait les défenses anti-aériennes de l'Iran, y compris les systèmes avancés S-300 fabriqués par les Russes. Israël prétendait avoir déjà détruit certains de ces systèmes lors d'une opération antérieure en 2024, ce qui dégagerait la voie pour leurs jets, pour attaquer les installations nucléaires souterraines. Mais Israël ne prévoyait pas de faire cela seul. Pratiquement tous les scénarios d'attaque dépendèrent du soutien américain, non seulement pour garantir le succès de la mission, mais aussi pour défendre Israël de l'inévitable riposte iranienne. Il s'agirait en effet d'une opération conjointe, les États-Unis fournissant non seulement un soutien logistique et en matière de renseignement, mais participant également directement à des attaques aériennes prolongées. Et en ce sens, les préparations étaient déjà bien avancées. Les États-Unis avaient dépositionné un second porte-avions, l'United States Ship Carl Vinson, dans la mer d'Arabie, complétant l'United States Ship Harry S. Truman, qui opérait déjà dans la mer Rouge. En secret, environ une demi-douzaine de bombardiers furtifs B-2 Spirit, capables de lancer des bombes de destruction de bunkers, ont été envoyés à la base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Les Américains ont également installé des batteries de missiles défensifs Patriot, probablement pour protéger Israël et les bases alliées des missiles iraniens pendant l'opération. Le plan était presque prêt à être exécuté. Les hauts responsables américains étaient déjà au courant des plans détaillés et attendaient simplement l'approbation finale du président Trump. La direction israélienne était convaincue que Washington finirait par soutenir l'offensive. Après tout, Trump a toujours été un critique féroce de l'Iran et un solide allié d'Israël. Et savez-vous pourquoi Israël voulait si ardemment attaquer l'Iran? Eh bien, ce désir ne venait certainement pas de nulle part. Pendant des décennies, plusieurs premiers ministres israéliens ont considéré le programme nucléaire de l'Iran comme une menace existentielle. Netanyahou en particulier a toujours été l'un des plus grands critiques du programme. Et un partisan de l'action militaire préventive, après tout, une vraie menace nucléaire se matérialisait. Après que les États-Unis ont quitté l'accord nucléaire de 2015 pendant le premier mandat de Trump, l'Iran a progressivement abandonné les restrictions et a considérablement augmenté son enrichissement en uranium. Des rapports récents de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont montré que l'Iran a accumulé du matériel nucléaire de très haute pureté en quantité alarmante. Tout indiquait qu'ils étaient dangereusement proches de la quantité nécessaire pour fabriquer une arme nucléaire. Cette accélération du programme nucléaire de l'Iran a créé un sentiment d'urgence en Israël. Selon Netanyahou, il y avait une fenêtre d'opportunité pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Si rien n'était fait,
L'Iran pourrait bientôt avoir suffisamment d'uranium pour une bombe, franchissant la redoutée ligne rouge technologique. Israël avait également des précédents historiques d'attaques préventives réussies contre les programmes nucléaires ennemis. En 1981, l'armée de l'air israélienne a détruit le réacteur nucléaire d'Ozirak en Irak lors de l'opération Opéra. En 2007, des bombardiers israéliens ont éliminé un réacteur nucléaire secret en Syrie lors de l'opération Hors de la boîte. Ces opérations ont établi une doctrine militaire claire. Israël ne permettrait pas à ses ennemis déclarés d'obtenir des armes de destruction massive. De plus, Netanyahou et son cercle intime pensaient que le moment était idéal pour agir. L'Iran était relativement vulnérable, affaibli par des années de sanctions économiques sévères, avec ses défenses aériennes supposément compromises, et peut-être sans le soutien immédiat de ses alliés régionaux, comme le Hezbollah, qui faisait face à ses propres défis. Le retour de Trump à la Maison-Blanche en 2025 était également perçu comme une opportunité, compte tenu de l'alignement fort entre les administrations israéliennes et américaines pendant son premier mandat. Le calcul pour Israël semblait assez clair. Il vaut mieux risquer une opération maintenant que de faire face à un Iran nucléaire armé à l'avenir. Le temps a passé, et tout indiquait que le plan d'attaque israélien était sur la bonne voie. Cependant, en début avril de cette année, un surprenant revirement diplomatique a eu lieu. L'Iran, ressentant les effets dévastateurs des sanctions et craignant la menace militaire, a manifesté un intérêt pour le dialogue. Le 12e avril, des représentants des États-Unis et de l'Iran ont tenu une réunion secrète à Oman, initialement médiatisée par les autorités omanaises, mais finalement évoluée en pourparlers directs. C'était le premier tour de négociation entre les deux pays sous l'administration Trump, marquant un rétablissement des contacts après des années d'hostilité ouvertes. Pendant ce temps, Netanyahou, qui était en voyage officiel en Europe visitant la Hongrie, a interrompu son programme et a volé de manière inattendue à Washington, cherchant une réunion d'urgence avec Trump. La réunion a eu lieu autour du 7 avril, et c'est à ce moment crucial que Netanyahou a essayé de convaincre Trump de soutenir l'attaque imminente sur l'Iran. Cependant, à la surprise de Netanyahou, Trump a clairement indiqué qu'il ne donnerait pas le feu vert, ou ne couvrirait pas une offensive à ce moment-là. Il a soutenu qu'il préférait épuiser les voies diplomatiques avant d'envisager une action militaire. Juste après la réunion, Trump a surpris le monde en annonçant publiquement la reprise des négociations nucléaires directes avec l'Iran, chose impensable quelques mois auparavant, compte tenu de l'histoire de confrontation. Netanyahou, visiblement frustré, a publié une déclaration officielle en Israël affirmant qu'un accord nucléaire avec l'Iran ne serait efficace que s'il incluait le droit du signataire de faire exploser les installations nucléaires, de démanteler tout l'équipement sous la supervision et l'exécution des États-Unis. Cette déclaration inhabituelle était dirigée contre l'Iran et reflétait sa méfiance et son insatisfaction. Il a essentiellement conditionné un accord à la possibilité d'utiliser la force, un signal que Israël voulait garder l'option militaire ouverte. Quelques jours plus tard, le 16 avril, le New York Times a publié un rapport explosif révélant l'existence du plan israélien et détaillant comment Trump a contrecarré l'offensive d'Israël à la dernière minute. L'article, signé par des journalistes renommés, a exposé les grandes lignes du plan d'attaque, les discussions internes dans l'administration Trump et le veto présidentiel. Le rapport a secoué le monde diplomatique. Rapidement, d'autres médias ont relayé la nouvelle. Le lendemain, interrogé par la presse lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec le Premier ministre italien Giorgia Meloni, Trump a partiellement admis le contenu du rapport, mais a tenté d'adoucir la situation, disant, en d'autres termes, qu'il n'avait pas exactement annulé l'attaque. Il a préféré dire qu'il a reporté ou retenu ses plans. Trump a en outre souligné qu'il n'était pas pressé de recourir à l'option militaire, car il croyait que l'Iran a la chance d'être un grand pays et de vivre heureux, sans mort, s'il optait pour la voie diplomatique. Cependant, il a réaffirmé la ligne rouge américaine en disant «
L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. C'est plutôt simple. Il a conclu par un avertissement voilé. S'il y a une deuxième option, je pense que ce serait très mauvais pour l'Iran. Il disait essentiellement que la menace de force restait sur la table si l'Iran ne coopérait pas dans les négociations. Maintenant, je sais que vous vous demandez peut-être, pourquoi le président américain a-t-il bloqué une opération d'une telle ampleur ? La décision de Trump de mettre son veto au plan d'attaque contre l'Iran a surpris, étant donné sa position historiquement intransigeante envers ce pays. Trump était sincèrement intéressé par l'opportunité diplomatique qui s'est présentée. Pour lui, qui s'est toujours présenté comme un négociateur habile, c'était une occasion de chercher un nouvel accord nucléaire selon ses conditions, un accord qui, à son avis, serait supérieur à celui signé par l'administration Obama. L'Iran, se sentant sous une pression extrême, a décidé de s'engager dans des pourparlers, et Trump a estimé qu'il valait la peine de mettre en pause l'option militaire et d'explorer les négociations. De plus, les hauts responsables militaires et de renseignement américains ont averti Trump des énormes risques d'une attaque contre l'Iran. Même les conseillers historiquement intransigeants doutaient qu'un bombardement éliminerait définitivement les ambitions nucléaires de l'Iran sans provoquer une guerre plus large au Moyen-Orient. Le renseignement américain et le Pentagone craignaient que la riposte de l'Iran ne soit massive et immédiate, avec des pluies de missiles balistiques contre Israël, éventuellement des attaques contre les bases américaines dans la région, et l'implication de groupes alliés à l'Iran sur plusieurs fronts. Trump était également conscient des coûts potentiels d'un conflit. Une guerre pourrait dévaster l'économie mondiale, consommer d'importantes ressources militaires et contrecarrer sa promesse politique de ne pas impliquer les États-Unis dans des guerres sans fin. Par exemple, en 2019, lors de son premier mandat, il s'était déjà retiré d'une attaque de représailles contre l'Iran à la dernière minute, montrant une réticence à franchir le seuil du conflit direct. Il y avait aussi la question des intérêts nationaux américains. Après tout, soutenir pleinement l'attaque israélienne signifierait impliquer directement les forces américaines dans une opération offensive à grande échelle aux conséquences imprévisibles. Les plans discutés feraient des États-Unis une partie centrale de l'attaque, de l'utilisation des avions et bombardiers américains au rôle indispensable d'interception des missiles iraniens. Cela mettrait en danger la vie et les biens militaires américains. Trump préférait continuer la stratégie de pression maximale combinée à une menace crédible, mais reporter l'action directe pour donner une chance à la diplomatie. Il a clairement fait comprendre, même à Netanyahou, que sa priorité numéro 1 était d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires, un objectif commun aux deux pays. Mais les moyens pour y arriver pourraient différer. La révélation du plan et le veto de Trump ont suscité des réactions diverses en Iran. En public, le gouvernement iranien a tenté de garder une posture ferme et triomphante. Les porte-paroles ont souligné que cet épisode démontrait la capacité de dissuasion de l'Iran, insinuant que c'était la peur des représailles iraniennes qui retenait les Américains et les Israéliens. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que toute agression serait rencontrée avec une force écrasante et que la meilleure et seule voie est que les États-Unis abandonnent les menaces et les sanctions et agissent de bonne foi dans les négociations. Toutefois, les dirigeants iraniens ont perçu cela comme une menace grave en interne. La garde révolutionnaire et l'armée iranienne ont été mises en alerte maximale dès que la nouvelle a émergé. Il y a eu des mouvements de batteries de défense anti-aérienne iranienne et des tests de dispersion d'actifs sensibles pour mieux se préparer contre une éventuelle future attaque. Mais en effet, la révélation de ce plan a eu une série d'impacts et de conséquences qui continueront à se dérouler à travers le monde. À court terme, le veto de Trump à l'attaque et le début des négociations avec l'Iran ont diffusé une crise aiguë. Le Moyen-Orient, qui était au bord d'une possible guerre entre Israël et l'Iran, a connu une diminution de la tension militaire directe. Pendant ce temps, les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont commencé à montrer de petites avancées. Les sources indiquent que les deux parties ont convenu d'un principe de double gel.
l'Iran gèlerait l'enrichissement d'uranium au-dessus de 60% et n'installerait pas de nouvelles centrifugeuses avancées. Pendant ce temps, les États-Unis gèleraient de nouvelles sanctions et libéreraient une partie des ressources financières iraniennes bloquées via l'étranger. Cet arrangement temporaire servirait à instaurer la confiance tout en négociant un accord plus complet. L'histoire du plan secret d'Israël pour attaquer l'Iran et le veto américain illustre la complexité des relations internationales et l'équilibre délicat entre diplomatie et force militaire. Pour l'instant, la guerre a été évitée. Malheureusement, la paix demeure fragile. Comme toujours, en géopolitique, nous ne sommes pas témoins de la fin de l'histoire, juste de la clôture d'un chapitre alors que de nouveaux s'ouvrent. La profonde méfiance entre les pays impliqués persiste, et le chemin vers un accord durable est semé d'obstacles. Et vous, qu'en pensez-vous de cela? Laissez votre opinion dans les commentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, afin que vous sachiez toujours quand nous publions quelque chose de nouveau ici. À la prochaine fois!